23 octobre 1987. Le commissaire Gustav Ritter de la police de Francfort a été appelé sur les lieux d'un crime. Gustav Ritter, 40 ans, est un policier qui inspire spontanément confiance. Il a une large carrure et le geste sûr. Pourtant, pour l'instant, le commissaire Ritter est loin d'avoir son assurance habituelle. Il est agenouillé sur la moquette d'un petit studio du centre de Francfort, près du corps d'une jeune femme, étendue sur le dos, les yeux et la bouche ouverts, le corps dans une position désarticulée. Il redresse la tête en direction d'un homme en complet veston, une trousse à la main. « Votre avis, docteur » ? Fracture des vertèbres cervicales. En l'absence de toute ecchymose, il ne peut s'agir que d'un coup porté à main nue. Comme les autres ? Exactement. C'est le même assassin, cela ne fait aucun doute. Un autre personnage s'approche du commissaire, c'est son adjoint, Rudi Herrmann. Ils forment un contraste saisissant avec son chef, et à eux deux, ils auraient le physique idéal pour des duettistes de cinéma. Rudi Herrmann est un petit brun à lunettes, presque toujours mal rasé, qui donne l'impression de ne jamais tenir en place. Voici sa carte d'identité, commissaire. Elke Lenau, né le 24 octobre 1958 à Cologne, profession couturière. Ça lui aurait fait tout juste 25 ans demain. Le commissaire Gustav Ritter pose ensuite quelques questions à la concierge de l'immeuble, en pure perte. Elle n'a rien vu, rien entendu. Elle ne sait rien de la vie privée d'Elke Lenau. Ce qu'elle peut dire à son sujet, c'est qu'elle n'a jamais fait parler d'elle. Pas de tapage nocturne, ni quoi que ce soit de ce genre. Et le commissaire Ritter quitte les lieux avec un nouveau meurtre sur les bras. Cela fait la 5e femme assassinée à Francfort en moins d'1 an. Mais ce n'est pas encore cela le plus grave. Le plus grave, c'est la personnalité de l'assassin. Une personnalité qui n'est forcément pas comme les autres. Herrmann, arrêtez immédiatement de lire cet horoscope. Rudi Herrmann referme le journal qu'il était en train de regarder. C'est vrai qu'il a cette manie qui déplaît souverainement à son chef, l'horoscope. Rentrant au bureau, il s'était permis d'y jeter un coup d'œil, mais Ritter ne l'a pas supporté. Rudi Herrmann esquisse un sourire. « Vous avez tort, commissaire. Les horoscopes, c'est plein de choses vraies. Par exemple, au mien, ils disent « Vous risquez d'avoir des ennuis avec les natifs du Scorpion. » Mais fichez-moi la paix avec ces âneries. Mais ce ne sont pas des âneries. Elke Lenau, la victime, était du 24 octobre, c'est-à-dire Scorpion. Et pour ce qui est de nous causer des ennuis, Gustav Ritter, sans répondre, sort des feuillets de son dossier, il les consulte les uns après les autres, les repose rageusement et tape du poing sur son bureau. Rien à faire, Herrmann, rien à faire. Il doit tout de même y avoir quelque chose. Je n'arrête pas de réfléchir, commissaire, mais je ne trouve pas. C'est un fou, d'accord. Mais ce genre de fou qui tue en série obéit toujours à une certaine logique. Il tue des blondes ou des brunes, des maigres ou des grosses, des jeunes ou des vieilles. Mais pas celui-là. Lui, c'est n'importe quoi. Ou alors, c'est qu'il aime la variété. Le commissaire reprend ses feuillets. La première. 46 ans, brune, 1m58, 60 kilos, du genre potelé donc, femme de médecin, pavillon dans la banlieue résidentielle. La deuxième, l'ouvrière, 22 ans, grande, blonde, maigrichonne, mariée avec un émigré turc, F4 dans un HLM. La troisième, châtain, entre deux âges, employé de banque, marié, 5 enfants, mère de famille, irréprochable et sans histoire. La quatrième, une prostituée, teinte en rousse, assassinée dans son héros Santer. Et maintenant, cette Elke machin chose qui nous tombe dessus. Gustav Ritter pousse un énorme soupir et prend d'autres feuillets sur son bureau. Et pourtant, c'est bien le même homme. Les crimes sont signés. Premier rapport du médecin légiste, mort immédiate consécutive à une rupture des vertèbres cervicales due à un coup porté à main nue. Le deuxième rapport dit la même chose, le troisième et le quatrième aussi, et tout à l'heure, dans le studio, le bon docteur nous a dit, aucun doute possible, fracture des vertèbres cervicales. Il s'agit d'un coup porté à main nue. Herrmann, est-ce que vous pouvez imaginer que dans la ville de Francfort, 5 karatékas ont été pris successivement de folie meurtrière ? Non, je ne le pense pas. Alors c'est un assassin à répétition qui tue sans aucune raison. Cela veut dire que personne n'est protégé. Cela veut dire que toute la population féminine de Francfort est une victime possible. Bientôt ce sera la panique. Et pour nous l'échec. Le désastre. Rudi Herrmann n'avait jamais vu le calme et solide commissaire Ritter dans un état pareil. Nous allons reprendre le dossier. Nous allons bien finir par trouver. Rien, Herrmann. Nous ne trouverons rien. Nous avons tout essayé. Les opinions politiques, religieuses, l'activité des parents pendant la guerre, la vie amoureuse, la famille, les voisins, les amis, les ennemis, 0 sur toute la ligne.
Les 4 victimes n'ont aucun point commun. Peut-être qu'Elkelenau va nous permettre de découvrir la vérité. Je vous fiche mon billet que ça sera la même chose. Des heures, des jours, des semaines d'interrogatoire dans le vide. D'ailleurs, c'est votre boulot, ça, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Vous devriez déjà être parti. Rudy Hermann file sans demander son reste, tandis que le commissaire claque violemment la porte derrière lui. Ce n'est évidemment pas le moment d'en faire la remarque, mais son horoscope avait bougrement raison. Qu'est-ce que la native du Scorpion peut lui apporter comme ennui? 6 novembre 1987, 10 jours ont passé depuis l'assassinat d'Elkelenau. Depuis, aucune 6e victime ne s'est ajoutée sur la liste. Mais c'est toujours le noir complet, le mystère le plus absolu. Pourtant, ce matin-là, en arrivant à son bureau, Gustav Ritter voit son adjoint Rudy Hermann dans un intense état d'excitation. Il était venu avant lui pour examiner le dossier de l'assassin de Francfort. Mais ce n'est pas le dossier que Rudy Hermann est en train de lire en cet instant. C'est l'horoscope, son éternel horoscope. Le commissaire poussait un cri. « Rangez-moi cela immédiatement !»« Non, commissaire. Écoutez-moi. J'ai voulu regarder le dossier des femmes assassinées et je n'ai rien trouvé encore une fois. Alors j'ai été prendre mon horoscope pour me changer les idées. » Le commissaire Ritter ricane. « Et vous avez trouvé la solution dans votre horoscope ?» Gustav Ritter s'arrête brusquement de ricaner car la réponse de son adjoint est de celle qui laisse bouche bée. Vous ne croyez pas si bien dire. Rudy Hermann tapote son journal du doigt. La réponse est là, commissaire. Dans l'horoscope. Jusqu'ici, ni vous ni moi n'avons fait attention à la date de naissance des victimes. Le commissaire hausse les épaules. Il n'y a aucun rapport. Elles ont entre 46 et 25 ans. Je ne parle pas de l'année. Je parle du jour. Eh bien justement, elles ne sont pas nées le même jour. Cela aussi j'ai vérifié. Pas le même jour, mais à très peu de choses près. Entre le 24 octobre et le 1er novembre. En astrologie, cela veut dire qu'elles appartenaient toutes au premier décan du Scorpion. Je sais bien que c'est peut-être une coïncidence, mais tout de même. Le commissaire Ritter reste un moment silencieux. Effectivement, c'est troublant. Mais dans ce cas, comment l'assassin connaissait-il la date de naissance de ses victimes? Comme je réfléchis depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu d'avance sur vous, commissaire. Il s'agit donc d'un fou qui veut se venger des femmes scorpions du premier décan. Ce peut être un voyant, qu'elles auraient été consultées, mais tout aussi bien un employé de mairie qui prend au hasard un nom dans les listes d'état civil. Je crois que la meilleure chose, c'est d'interroger les proches des victimes. Gustav Ritter n'a pas attendu ce conseil, il a déjà pris son téléphone et cherché dans ses fiches le numéro de téléphone de la première victime, la brune potelée de 46 ans, mariée à un médecin. Quelques instants plus tard, le veuf est au bout du fil. « Excusez-moi de vous importuner, docteur. J'ai une question à vous poser. Est-ce que votre femme avait consulté un voyant? Réfléchissez bien, c'est très très important. » La voix du médecin est émue. « Oh, ce n'est pas la peine de réfléchir, ma réponse est oui. Elle avait consulté non pas un voyant, mais une boutique qui vous fait votre horoscope par ordinateur. Elle n'avait pas osé me le dire, et j'ai retrouvé l'horoscope dans ses papiers après sa mort. Cela m'a frappé parce qu'on lui prédisait une longue vie de bonheur. Avec la seconde victime, c'est la même chose. Elle s'était fait faire son horoscope par ordinateur, et la troisième aussi, et la prostituée rousse également. Ses collègues confirment qu'elle avait été interrogée l'avenir dans la même boutique entre 2 clients. Pour Elkelenau, ce n'est même pas la peine de questionner qui que ce soit. L'horoscope rédigé en écriture informatique figure en bonne place dans ses papiers personnels. Il ne reste plus au commissaire et à son adjoint qu'à se rendre à la boutique indiquée. C'est un magasin du centre de Francfort, vivement éclairé, qui proclame sur sa façade en lettres lumineuses « Votre thème astral pour 50 marks ». Ils sont accueillis par la patronne, l'air aimable, le sourire commercial. Mais ce n'est pas elle qui les intéresse. Ils ont tout de suite repéré celui qu'ils cherchaient. C'est l'employé, là-bas. Un homme de 35 ans environ, aux cheveux très courts, au regard un peu exalté. Les 2 policiers, après avoir montré leur carte à la patronne, la prennent à part.
Le commissaire Ritter désigne l'employé du Menton. Qui est-ce? Rolf Fischer. Je l'emploie depuis 1 an. Mais pourquoi vous me demandez cela? Est-ce qu'il a fait du karaté? Oh, à l'armée, oui, sûrement. Il était soldat avant. Mais ils l'ont pas gardé. Ils l'ont réformé pour déséquilibre mental. Ah, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, mais c'est un très gentil garçon. Un très gentil garçon. Qui, lorsqu'il était contrarié pour une raison ou pour une autre, choisissait un nom sur vos listes et allait tuer. La patronne ouvre de grands yeux. Oh, mais c'est pas possible. Il fera pas de mal à une mouche. C'est vrai, pas à une mouche, mais à un scorpion. Quelques heures plus tard, les 2 policiers ont les aveux de l'assassin. Un déséquilibré qui voulait se venger de sa petite amie qu'il avait abandonnée, une native du Scorpion, premier des camps. Après son départ, menottes aux mains, Gustav Ritter et Rudy Hermann se retrouvent seuls dans leur bureau. Toutes mes félicitations, Hermann. Vous allez avoir de l'avancement. Rudy Hermann a un sourire modeste. Je savais, commissaire. Comment cela, vous le saviez? Mais oui, commissaire. C'était dans mon horoscope. Une image furtive. Quelques secondes d'une scène cruciale enfouie dans la mémoire d'un témoin et qui ne peut pas s'en souvenir. C'est frustrant quand il s'agit d'un meurtre. Les policiers entourent Hélène Minsky. Ils se relaient sans discontinuer depuis des heures pour lui arracher le moindre renseignement à propos d'un crime dont elle a été le témoin un dimanche matin, 24 septembre 1975, à 11h du matin. Nous sommes dans la capitale d'Israël, les policiers sont nerveux et Hélène n'en peut plus. Mais je ne sais rien de plus. Il m'a menacé. Mais j'ai eu si peur que je suis incapable de me rappeler son visage. Je suis descendu de ma voiture, j'avais des provisions dans les bras, j'ai aperçu la silhouette d'un homme vêtu de clair, cet homme est tombé, j'ai entendu les détonations en même temps qu'il tombait, je ne comprenais pas bien ce qui se passait, j'étais surprise, je me suis retourné. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous retourner? Mais je ne sais pas, le hasard ou un bruit. C'est là que j'ai aperçu l'homme avec une arme. Mais quel genre? Je sais pas, un pistolet, un revolver, je suis pas spécialiste. Concentrez-vous sur l'homme. Vous ne l'aviez pas vu avant, juste avant? Il n'est pas sorti d'une voiture, il n'a pas surgi sur ce parking d'un seul coup. Non, sûrement pas, il devait se cacher, je suppose. Il m'a regardé, il a agité le revolver dans ma direction, alors je me suis baissé instinctivement, j'ai entendu une détonation, j'ai cru qu'il tirait sur moi, et j'ai eu si peur que je me suis évanoui. Ben ça, on sait, mais ça ne nous avance pas. Ben, je suis tombé dans les pommes, et alors? Je suis pas flic, moi, ni gangster. J'ai eu peur. Et je suis pas Superwoman. Je suis prof de musique. Et en plus, j'ai aucune mémoire. Je ne me souviens jamais de la tête des gens qu'on me présente. Alors celui-là, vous pensez? Il vous a menacé. Vous l'avez vu de face. Enfin, ça ne s'oublie pas. Mais pour moi, si. Elle n'en peut plus, Hélène. Depuis cette histoire, la police la harcèle. Témoin unique d'un grave assassinat, car l'homme qu'elle a vu tirer a assassiné un agent américain sur une enquête difficile et sur le point d'aboutir. Sa mort remet tout en question. Et Hélène est le seul maillon, l'unique. Elle doit coopérer. Il le faut absolument. Or, elle ne demanderait pas mieux, cette pauvre Hélène. Mais un brouillard étrange enveloppe la scène qu'elle a vécue. Elle ne se souvient que d'une chose, avoir lâché son paquet de provisions avec une douzaine d'œufs, une bouteille de lait. Elle a vu la bouteille rouler sous la voiture, le lait se répandre sur le ciment du parking, ce qui n'est guère intéressant pour l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est le visage du tireur. Car la mort de ce policier, de cet agent américain, semble importante. Des tas de gens se sont déplacés pour interroger Hélène. À partir du moment où elle a prévenu la police de ce qui venait de se passer sur ce parking désert, devant un immeuble à peine achevé, quasiment vide d'occupants, on ne la lâche plus. Dites-vous bien que ce type, lui, il vous a vu et il va pas vous oublier. Mais je n'ai rien à voir avec cette histoire. Vous êtes aussi importante pour lui que vous l'êtes pour nous. Mais si vous refusez de coopérer par peur des représailles, vous jouez le mauvais numéro. Lui, il ne peut pas laisser un témoin vivant. Et nous ne pourrons pas vous protéger des années. Enfin, qu'est-ce que je vais devenir? Si seulement je pouvais, mais... J'ai regardé toutes vos photos. J'ai répondu la même chose à des milliers de questions. Je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu. Mais je ne le vois plus, c'est flou.
Bon, d'accord. Écoutez, on vous fait une proposition. Mais il faut que vous soyez consentante car la loi nous interdit. L'hypnose. Vous croyez à ce genre de truc? Il arrive que des témoins enregistrent un détail inconsciemment et n'arrivent pas à le restituer consciemment. Vous allez m'endormir? C'est un spécialiste. N'ayez pas peur. C'est un médecin. Il a déjà travaillé pour nous et ça peut donner quelque chose. Hélène est d'accord. Tout, pour que cette histoire finisse. Sans compter que se sentir menacé en permanence, c'est terrible à vivre. Elle sent bien que la police ne lui dit pas tout, que cette affaire a des aspects qui dépassent le simple crime de droit commun. C'est impressionnant. Terrifiant. Vous sortez acheter une bouteille de lait et des œufs, et vous vous retrouvez à 35 ans dans une histoire de dingue. Hélène est célibataire, professeure de solfège, et très impressionnable. De l'avis du médecin chargé de l'expérience, c'est également une hypersensible au caractère immature. Intelligente, mais encore enfant. Elle se laisse facilement dominer. Pour lui, c'est le sujet idéal. Aucune barrière psychologique importante, pas de refus de coopérer, au contraire. Hélène a accepté le protocole de l'expérience, destiné à reconstituer la scène vécue par elle, ainsi peut-être sortiront de sa mémoire les détails fugitifs, la couleur d'un vêtement, les traits d'un visage. Le médecin utilise un objet brillant, une sorte de tige flexible, ornée d'une boule lisse à son extrémité. Il imprime à cet appareil un léger balancement et commence. Vous allez vous endormir. Vous vous sentirez reposé, détendu. Vous rêverez de ce que je vais vous dire. Vos paupières vont battre et se fermer. Tout votre corps se détend. Vous dormez. À présent, vous êtes en voiture. Vous venez de faire des courses. Il fait beau, n'est-ce pas? Il fait beau, Hélène. Il fait beau. Vous allez garer votre voiture sur le parking. Vous quittez la route. Il y a d'autres voitures sur la route? Il n'y a pas de voiture. Vous êtes maintenant sur le parking. Vous arrêtez le moteur. Vous regardez autour de vous. Vous voyez quelqu'un? Un homme qui marche. Est-il loin de vous? Il n'est pas loin. Décrivez-le, Hélène. Il est grand. Il a chaud. Il s'essuie le front. Il a l'air d'hésiter. Il vient vers moi. Non, il recule. Il a vu quelqu'un derrière vous, Hélène. Il y a quelqu'un derrière vous, un autre homme. Concentrez-vous. Vous avez compris qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous allez vous retourner, vous allez forcément vous retourner. Hélène s'agite un peu, sa tête cherche d'un côté puis de l'autre, comme si elle repérait l'emplacement des deux hommes. Elle a réalisé la présence du tueur avant qu'il tire. C'est un résultat, mais il est mince et inutile. Le visage. Va-t-elle pouvoir le décrire? Oui. Mais Hélène va étonner tout le monde. Elle va faire mieux que décrire le visage de cet homme. L'instant crucial où elle a aperçu le tueur s'est imprimé dans sa tête, enregistré avec l'image et le son. Je l'ai déjà vu en arrivant, oui. Je l'ai déjà vu en arrivant. Il est sorti d'une voiture bleue, une américaine, avec une plaque jaune. Il m'a vu arriver aussi. Il est remonté dans sa voiture. C'est ça, il est remonté dans sa voiture au moment où je me garais. Je prends mes paquets, je me penche sur le siège arrière, je le vois à travers la vitre. Son visage, Hélène, vous voyez son visage? Non, ses cheveux, des cheveux longs, raides, son nez. Oh, un vilain nez rond en boule. Que fait-il maintenant? Je ne le vois plus. Vous avez pris vos paquets, vous vous redressez, vous sortez de la voiture, vous êtes debout sur le parking. Vous ne voyez plus la voiture bleue, vous ne voyez que l'homme qui a chaud, qui avance vers vous. Il recule maintenant, attention, l'autre est derrière vous, vous vous retournez. Non, j'entends tirer, il tire. Combien de fois? 3 fois. Et l'homme tombe, il crie quelque chose. Et qu'est-ce qu'il crie? Il appelle au secours, hein, non? Il appelle quelqu'un. Il crie Midget ou Bridget.
C'est l'homme qui tombe? C'est lui qui crie Bridget? Je n'entends pas très bien. Midget ou Bridget. Il tombe, il est par terre, j'ai peur, je me retourne. Que fait l'autre homme? Il tend son pistolet, il va me tuer! Non, calmez-vous. Il ne peut pas vous tuer. Vous vous cachez derrière votre voiture, il tire, mais il ne peut pas vous atteindre. Vous êtes par terre. Oh, j'ai mal aux genoux. Le lait coule, je vois ses pieds, il avance, il court vers moi, je vois ses pieds! Il vous croit morte, Hélène. Vous êtes évanouie. Il s'en va. Vous entendez un bruit? Vous entendez la voiture qui s'en va? Hélène, vous entendez? Hélène ne répond plus. Elle semble retomber dans son évanouissement de la veille. Les secondes passent, 10, 20, 30 secondes. Puis Hélène s'agite à nouveau et le médecin la réveille doucement. Hélène se redresse en se frottant le genou, ornée d'une belle éraflure, et ne sait absolument pas ce qu'elle a raconté. En écoutant l'enregistrement de son témoignage, Hélène est vivement déçue. « Oh, j'ai pas bien vu son visage, en fait ça n'a servi à rien. » Détrompez-vous. Et vous avez fait mieux. Vous avez dit son nom. Moi? Mais je le connais pas. L'agent le connaissait, lui. Ils avaient rendez-vous très certainement. Et il a crié son nom au moment où il a compris que l'homme tirait sur lui. C'est logique, il a été surpris. Il ne s'attendait pas à rencontrer un ennemi, de toute évidence. À l'issue de cette expérience, qu'il trouve parfaitement concluante, les policiers ramènent leur témoin unique à son domicile avec interdiction de sortir. Un garde devant sa porte, un autre à l'intérieur. Soyez tranquille, c'est l'affaire de quelques jours, le temps de loger ce type. Vous savez vraiment qui c'est? Grâce à vous, oui. Ce drôle de nom. C'est un surnom. Mais nous savons à qui il appartient. Vous êtes sûr? J'ai peut-être mal entendu. Une coïncidence comme celle-là est impossible. Soyez tranquille, le surnom, la voiture, la description, nous avons ce qu'il nous faut. On vous tiendra au courant. Ne sortez pas seul, n'ouvrez à personne, faites ce que les gardes vous diront de faire. À bientôt. 4 jours durant, privée de cours, officiellement malade, certificat à l'appui, Hélène est restée cloîtrée chez elle en compagnie de 2 gardes du corps renfrognés. Au bout de ces 4 jours, un officier de police en civil est venu la délivrer. Voilà, c'est terminé, l'affaire est close. Vous n'avez plus rien à craindre. Vous l'avez arrêté? Il y aura un procès, je devrais témoigner? Pas exactement. Mais vous n'avez plus rien à craindre. En fait, l'homme a été tué au cours de son arrestation. Tué? C'était qui, un gangster? Je suis désolé, je suis pas autorisé à vous communiquer les détails de l'enquête. Et vous devriez éviter d'en parler aussi. Éviter d'en parler? Mais si quelqu'un d'autre est au courant, ce quelqu'un n'est pas important. Et pour votre tranquillité personnelle, oubliez tout ça. Mais pourquoi? Sécurité. Mais ne craignez rien pour vous. Personne d'autre que la police, et vous, ne sait qui a désigné l'assassin. Et puis il est mort. Manifestement, l'officier n'avait ni l'envie ni l'autorisation de tenir au courant l'unique témoin de cette affaire bizarre. Ah, comment les journalistes l'ont-ils su? On a parlé d'un règlement de compte intérieur à des services de renseignement étrangers, une histoire qui mêlait politique, renseignement et corruption, dans laquelle on ne savait plus qui était la véritable victime, mais où l'on savait parfaitement qui était l'unique témoin, Hélène. Ce n'est pas elle apparemment qui a raconté sa vie aux journalistes, puisqu'elle a refusé de leur accorder une interview. Mais tout ce qui concerne l'hypnose, réalisée par un certain médecin, lui-même signalé par les initiales Dr DL, a été reproduit. Et elle n'a pas nié ce fait. Le témoignage d'Hélène avait pourtant été recueilli confidentiellement. Mais les fuites ne sont-elles pas toujours confidentielles? C'était en 1975. Hélène vit-elle toujours? 17 juillet 1989. Un petit garçon se promène dans les rues d'un quartier résidentiel de Berkeley, près de San Francisco. Il a 10 ans, il est brun, aux yeux noisettes, vêtu d'un blue jean, d'un t-shirt rose, University of Berkeley. « Mon bonhomme, mon bonhomme, j'ai perdu mon petit chien. Tu ne voudrais pas m'aider à le retrouver ?»
Le gamin regarde l'homme qui vient de sortir d'une grosse voiture noire. Il hésite. Son père lui a dit de ne jamais suivre des inconnus. Mais pour retrouver un petit chien, ce n'est pas pareil. Il emboîte le pas à l'automobiliste et se retrouve dans la grosse voiture. À l'intérieur, il y a d'autres messieurs. Elle démarre en trombe. Francis Richardson, 45 ans, est en train de lire le journal du soir devant la terrasse de son immense propriété de Berkeley, donnant sur la baie de San Francisco. Francis Richardson est milliardaire, armateur plus précisément. Ses navires sont amarrés par dizaines sur le port d'Auckland, tout proche, et des dizaines d'autres sont aux quatre coins du monde avec les chargements les plus divers. Sa femme et lui ont eu un garçon, Stanley, âgé aujourd'hui de 10 ans. « Excusez-moi, monsieur, c'est un appel pour vous. » Francis Richardson se retourne, c'est son majordome, avec un téléphone portatif sur un plateau. « Qui est-ce ?»« Je ne sais pas, monsieur. La personne a dit simplement que c'était urgent. » Agacé mais intrigué, le milliardaire prend le récepteur. Au bout du fil, une voix déformée. « Monsieur Richardson, $1 million. Vous avez bien cela à la banque ? Qui êtes-vous ? Ne m'interrompez pas. Je vais vous faire un portrait. 10 ans, brun, yeux noisettes, blue jean, t-shirt rose, University of Berkeley. Cela ne vous dit rien ? Mais taisez-vous !»« Votre fils est avec nous, monsieur Richardson. C'est nous qui l'avons kidnappé. Il est en bonne santé, il le restera à condition que vous versiez $1 million. » L'homme s'apprête sans doute à raccrocher, mais il ne le fait pas car Francis Richardson a une réaction absolument inattendue et même ahurissante. Il éclate de rire. Au bout du fil, l'homme est tellement surpris qu'il retrouve sa voix normale. C'est tout l'effet que ça vous fait. La plaisanterie est de mauvais goût et je ne vous conseille pas de recommencer. Mais votre fils, mon fils est en train de jouer sur la pelouse à 10 mètres de moi. Bonsoir, monsieur. Et Francis Richardson raccroche. Il continue quelques instants encore à ricaner, et puis il devient soudain grave. Mais si cela voulait dire... Son fils, Stanley, s'est arrêté de jouer, il se dirige vers lui. Il n'a pas été enlevé, bien sûr. Mais si ce n'était pas un mauvais plaisant, s'il y avait bien eu kidnapping, et que les ravisseurs se soient trompés d'enfant. Francis Richardson compose le numéro de la police. Il ne veut pas croire que dans un autre foyer, des parents attendent vainement leur fils parce qu'il a été confondu avec Stanley Richardson, le fils du milliardaire. Douglas Bennett est en train de regarder la télévision dans son 3 pièces misérable d'Auckland. 35 ans, le teint rose et l'estomac proéminent, Douglas Bennett exerce la profession de docker. Pour l'instant, il est vautré dans son fauteuil, une boîte de bière à la main. C'est l'heure du match de baseball, son sport favori. Dans son dos, Madame Bennett, une petite brune à l'aspect assez insignifiant, pousse un soupir. Oh, quand même, écoute, Jimmy ne rentre pas, qu'est-ce qu'il peut bien faire? M. Bennett lance un rugissement en rapport avec une péripétie du match. Mais sa femme insiste. Tout de même, il est déjà 9 heures du soir, tu pourrais t'inquiéter. Aussi, avec la manie qu'il a depuis quelque temps d'aller traîner dans les quartiers riches pour voir les belles maisons, comme il dit. Nouveau rugissement de Douglas Bennett. Enfin, tu m'écoutes, Douglas? Mais oui, je t'écoute. Je peux te dire que quand Jimmy rentrera, il va connaître la pointure de ma pantoufle. Allez, Auckland! Une demi-heure a passé, la mi-temps est arrivée. Mais au lieu des publicités, c'est le speaker de la chaîne qui apparaît à l'image. Voici un message urgent. Un jeune garçon aurait été enlevé par erreur. Ses ravisseurs l'auraient confondu avec le fils du milliardaire Francis Richardson. Son signalement est le suivant. 10 ans, brun, yeux noisettes, blue jean et t-shirt vert, University of Berkeley. Toute personne ayant des renseignements est priée d'appeler le lieutenant Oswald au numéro, etc. Douglas Bennett a bondi. Instantanément, sa physionomie a changé. Il n'a plus rien de l'homme avachi, abruti par la bière. Il se précipite vers le téléphone. Madame Bennett est toute pâle, elle aussi. Écoute, ça ne peut pas être Jimmy, son t-shirt est rose. Sans répondre, Douglas Bennett compose le numéro. Lieutenant Oswald, j'écoute. Ici, monsieur Bennett. Notre fils Jimmy n'est pas rentré. Il correspond au signalement? Oui, à part que son t-shirt est rose et pas vert. Gardez tout votre calme, monsieur Bennett. C'est bien votre fils. Nous avions glissé cette erreur exprès pour être sûrs de reconnaître les vrais parents. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non. Attendez, on me fait signe que M. Richardson m'appelle sur une autre ligne. Il a du nouveau, ne quittez pas. Douglas Bennett et sa femme à l'écouteur entendent la voix du lieutenant Oswald dans le lointain. Le policier revient au téléphone. Mauvaise nouvelle, M. Bennett.
Les ravisseurs ont entendu le message à la télévision et ils ont rappelé M. Richardson. Ils maintiennent leurs exigences. Si M. Richardson ne leur verse pas $1 million, ils menacent de tuer votre fils. Douglas Bennett serre les dents. Et qu'a répondu M. Richardson? Il a dit non. Il paraît que c'est une question de principe. Il est contre le fait de verser des rançons. Il ne l'aurait pas fait s'il s'était agi réellement de son fils. Enfin, c'est ce qu'il dit. Monsieur Bennett, gardez votre calme. Nous allons retrouver les ravisseurs et délivrer Jimmy. Je suis très calme. Demain matin, j'irai discuter avec M. Richardson et je saurai le convaincre. 18 juillet 1989, il y a une foule de journalistes devant la luxueuse propriété du milliardaire Francis Richardson à Berkeley. Une voiture s'arrête, Douglas Bennett descend escorté d'un policier, tandis que les flashs crépitent dans la bousculade générale. « Vous ne voulez vraiment pas que je vienne avec vous, monsieur Bennett ?»« Non, lieutenant, je veux y aller seul. Je veux une conversation d'homme à homme. » Et sans répondre aux innombrables questions des journalistes, Douglas Bennett disparaît dans l'allée de la villa. Quelques minutes plus tard, il est devant le père de Stanley. Le dialogue entre les deux hommes s'engage sans préambule. « Vous devez payer, monsieur Richardson. »« Je suis désolé, je l'ai dit au policier, je suis contre le versement de rançon. Si Stanley avait été enlevé, je n'aurais pas payé. Mon fils a été enlevé à cause du vôtre. Ce n'est pas Jimmy Bennett qu'on a voulu enlever, c'est Stanley Richardson. Vous devez payer. En aucun cas, je suis désolé. Je veux bien ne pas insister. À une condition, c'est de connaître l'opinion de votre fils. Il n'en est pas question. Laissez Stanley en dehors de tout cela. » À ce moment, la porte du living où il se trouve s'ouvre brutalement. Le jeune Stanley Richardson fait irruption. « J'ai tout entendu, papa. Il n'a pas le temps d'en dire davantage. » Douglas Bennett a bondi sur lui. En même temps, il a sorti un revolver de sa poche. Il serre l'enfant contre lui. Il lui applique le canon sur la tempe. « Restez où vous êtes. Si vous faites le moindre geste, je tire. Vous savez que je le ferai. Je le ferai parce que je n'ai pas le choix. » « Bien, je vous crois. Vous savez aussi ce que j'attends de vous. Je vais mettre vos grands principes à l'épreuve, monsieur Richardson. » Lorsque Douglas Bennett reparaît à la grille de la propriété, il y a un cri de stupeur. Il s'adresse au journaliste tout en se dirigeant vers sa voiture et en plaquant ostensiblement l'arme sur la tempe de Stanley. « J'enlève le fils de M. Richardson. Il le reverra si les ravisseurs libèrent le mien. S'il tue Jimmy, je tuerai Stanley. » Le lieutenant Oswald et les autres policiers qui sont là n'osent rien tenter. Douglas Bennett monte dans sa voiture et démarre en trombe. Une petite cabane dans un coin de l'arrière-pays californien. L'endroit est peu connu et difficilement repérable. C'est là que Douglas Bennett allait jouer aux cow-boys et aux Indiens quand il était gamin. C'est là qu'il s'est caché avec le jeune Stanley. L'enfant est assis en face de lui, l'air nullement impressionné. Douglas, son revolver glissé dans la ceinture, a ouvert un transistor qui donne fréquemment des informations sur l'événement. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Le petit Stanley sourit. « C'est chouette ce que vous avez fait, monsieur. » Douglas Bennett ne répond pas. Il le regarde avec un sentiment de malaise. « Dites, c'est vrai qu'on se ressemble avec Jimmy? »« Oui. Terriblement. Vous savez, papa, il paiera, hein? Il a des sous. » M. Bennett est sidéré par le calme de l'enfant. « Tu n'as pas peur? »« Non, pourquoi? C'est formidable. C'est comme à la télé. » Quelques heures s'écoulent. La tranquillité du gamin finit par gagner Douglas. Ils parlent comme de vieux amis, ou plus précisément comme un père et un fils, oubliant la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est la radio qui les ramène à la réalité. Flash spécial. On apprend que M. Richardson vient de payer la rançon et que Jimmy Bennett a été libéré. Stanley bat des mains. C'est formidable. Alors, vous me reconduisez à la maison? Le visage de Douglas Bennett s'est illuminé. Mais il se ferme tout aussitôt. Non, pas encore. Pourquoi? C'est pas juste. Vous avez dit à papa que s'il payait, on rentrerait, je l'ai entendu. C'est peut-être un piège.
On rentrera quand j'aurai entendu la voix de Jimmy, pas avant. Il y a encore une longue attente, plus crispée celle-là. L'homme et l'enfant ne se parlent plus. La nuit tombe. À intervalles réguliers, la radio lance des appels à Douglas Bennett pour qu'il libère Stanley. Mais toujours pas de Jimmy. Et puis à 20h30, la petite voix retentit enfin. « Papa! C'est moi, Jimmy! Tu me reconnais? Je vais très bien. Il faut que je te dise que tu reviennes avec le petit garçon parce que son papa et sa maman l'attendent. Maman et moi, on t'embrasse. » Les policiers attendaient évidemment, eux, Douglas Bennett à la villa Richardson. Ils l'ont arrêté dès qu'il a libéré Stanley. Mais tout s'est arrangé pour lui. Non seulement Francis Richardson n'a pas porté plainte, mais il a payé la caution réclamée et Douglas Bennett a pu rester en liberté jusqu'au jour de son jugement qui s'est terminé par un acquittement. Stanley et Jimmy ont fait connaissance et se sont revus. Mais pas longtemps. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont monsieur et madame Bennett qui ont mis le holà. Après tout, ils n'avaient pas forcément tort. L'expérience venait de leur donner raison. C'est dangereux, quand on est un fils de docker, d'aller traîner dans les quartiers riches pour voir les belles maisons. Monsieur et madame Winfield habitent dans la banlieue de Chicago avec leurs 2 filles, Emily et Alexandra. Ce soir, ils écoutent la radio avec Alexandra, 16 ans, la plus jeune. L'émission « $100 la question » est vraiment amusante, et tous les 3 attendent sans impatience le retour d'Emily, 19 ans, qui est allée à une partie avec des camarades de l'université. Elle a pris sa toute nouvelle voiture et doit être accompagnée par Harry, l'un des garçons de sa classe. Soudain, on sonne à la porte. Qui cela peut-il bien être? Madame Winfield, qui est en train de préparer des boissons fraîches, sort de la cuisine et va ouvrir. Elle est légèrement étonnée et aussi un peu inquiète en voyant les uniformes des agents de police qui sont sur le seuil de sa maison. Ils sont revêtus de cirés qui luisent sous la pluie. « Madame Winfield ?» demande le chef. « Oui, c'est moi, de quoi s'agit-il ? Vous avez bien une fille nommée Emily ?»« Bien sûr. »« Qui est-ce, Mary ?» demande Philip Winfield. « Philippe !» s'écrie Madame Winfield. « Viens voir, c'est à propos d'Emily. » Elle crie presque. « Il lui est arrivé quelque chose ?» Le chef des policiers, au lieu de répondre, vient d'enlever sa casquette. Madame Winfield est soudain absolument certaine qu'on va lui annoncer une nouvelle terrible. « Où est Emily ?» demande M. Winfield en mâchonnant sa pipe. « Elle est à l'hôpital, dit le policier. Elle a eu un accident. »« Nous arrivons tout de suite !» Les Winfield décrochent leurs imperméables suspendus dans l'entrée, saisissent sur une tablette les clés et les papiers de la voiture, celle de Philippe. « Je crois qu'il vaut mieux que nous vous emmenions là-bas avec notre voiture, fait le policier. Nous vous ramènerons ensuite. »« Comment va-t-elle » demande Mary Winfield. « On ne peut rien vous dire, c'est une sale affaire. » Alexandra, la sœur d'Emily, s'est mise à pleurer en s'accrochant à sa mère. Philip Winfield, tout pâle, a du mal à parler. Que s'est-il passé? Elle a eu un accident? Pourtant, elle conduit très prudemment. Elle n'a pas eu un accident. Elle a été attaquée par une bande d'on ne sait quoi. Ils l'ont laissée sur le bord de la route. Et c'est une patrouille de chez nous qui l'a récupérée. Mary Winfield s'accroche au bras du policier. Elle est vivante? Le policier monte dans la voiture sans répondre. Quand les Winfield arrivent à l'hôpital, recroquevillés par le chagrin et serrés les uns contre les autres, ils ont compris. Et c'est directement à la morgue qu'on les emmène pour qu'ils reconnaissent le corps d'Emily, ou du moins ce qu'il en reste. Dans les jours qui suivent, la presse s'empare de l'événement. En ces années d'après la guerre, on ne parle pas encore de drogue ni de secte, mais Emily, pour son malheur, se retrouve en première page. La police, relevant des indices précis, arrête ces assassins, 3 jeunes bourgeois désaxés. Ils avaient remarqué Emily après qu'elle ait déposé son camarade chez lui, l'ont suivi dans leur voiture, l'ont bloqué sur une petite route, ils l'ont obligé à descendre de sa voiture et lui ont fait subir les pires horreurs. Puis ils l'ont tué en lui faisant éclater la tête à coups de briques pour l'empêcher de témoigner contre eux. Les 3 monstres, ahuris de leur propre crime, se retrouvent tout penauds devant les juges.
Philip et Mary Winfield assistent au débat. Ils examinent les photos prises sur place par l'équipe du médecin légiste. Ils entendent médusés d'horreur les 3 récits du crime, plus les conclusions des spécialistes. Quand on leur dit qu'Emily hurle sous les coups, Philip et Mary, qui ont l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines, entendent réellement la voix fraîche et si pure d'Emily. Philip a les nerfs trop fragiles. Il n'y résiste pas. D'autant plus que les assassins de sa fille, étant donné leur âge, ne sont pas condamnés lourdement. Quelques années de pénitencier, à peine, de maison de correction. Le corps martyrisé d'Emily, lui, est couché sous l'herbe verte du cimetière méthodiste. Les Winfield n'arrivent pas à retrouver leur équilibre, surtout Philippe. Mary, elle, occupée par l'éducation d'Alexandra, se remet plus vite. Philippe fait une dépression nerveuse. Il doit quitter son travail. Le voilà en cure de sommeil. Mais dès que cessent les perfusions, dès qu'il rentre chez lui, les cauchemars le poursuivent. De jour, de nuit, il rejoue dans sa tête la dernière nuit d'Emily telle qu'il a pu la reconstituer au cours de l'enquête et du procès. Il revit la poursuite. Et il imagine Emily terrorisée au volant de sa voiture, l'arrêt brutal, les sourires terrifiants sur les visages des 3 sadiques gorgés d'alcool. Emily qu'on arrache à son véhicule, Emily qui essaie de dominer sa peur, Emily qui ne veut pas supplier, Emily à qui on arrache ses vêtements de fête, Emily qu'on frappe, qu'on maintient au sol, Emily qui hurle, qui finit par crier pitié, par essayer d'émouvoir ses bourreaux, Emily qui souffre sous les coups, Emily sanglante, Emily pantelante, Emily agonisante, Emily mourante. Émilie! Émilie! Au milieu de la nuit, Philippe s'éveille en sueur. À ses côtés, Mary sursaute. Encore une fois un cauchemar. Toutes les nuits, Philippe revit le martyre de sa fille et hurle son besoin de vengeance. Il voilà bientôt 2 ans qu'elle est morte. Il faut faire quelque chose. Professeur, je n'en peux plus. Pour la 20e fois, chez 20 praticiens différents, Philippe tente de trouver le calme. Il a tout essayé pour fuir sa hantise, les calmants, la cure de sommeil, le sport à outrance et même, sous contrôle médical, la morphine, plus d'autres substances moins recommandables. Rien ne parvient à le sortir de son angoisse et de son obsession. Le professeur Strelly, derrière son bureau, tient en main des feuillets manuscrits. J'ai lu votre lettre qui me paraît un peu désespérée. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous le savez bien, étant donné votre spécialité. Dans un coin du cabinet, Mary, figée sur son fauteuil, ne dit pas un mot. Au fond d'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle doit espérer. Si le professeur refuse d'intervenir, elle sait qu'elle a devant elle de longs mois de drame, des années peut-être. S'il accepte, comment retrouvera-t-elle son mari au sortir de la clinique? Car le professeur Strelly, originaire de Zurich, est un spécialiste de la chirurgie du cerveau, dont la réputation s'étend à New York. C'est simple, professeur. J'ai tout essayé. La mort d'Emily est gravée en moi depuis que j'en ai appris les détails. Tous les jours, que je veille ou que je dorme, j'en revis tous les épisodes horribles. Si vous n'intervenez pas, il ne me reste plus qu'une solution. Mettre fin à mes jours. Mary bondit de sa chaise. Non, Philippe, ne pas dire ça! Après quelques jours d'observation et de nombreux examens, le professeur Strelly convoque les Winfield et leur annonce sa décision. Mon cher monsieur, vous entrez en clinique dès lundi prochain. Je pense en effet que l'opération est votre seule chance de trouver le repos. Merci, professeur. Je suis certain que vous réussirez. 2 mois plus tard, dans une maison de repos située sur les bords de l'Hudson, Philippe récupère et cicatrise après l'opération de l'éminent professeur zurichois. Une toute petite cicatrice, mais lourde de conséquences. Philippe, qui a repris des couleurs et du poids, semble être délivré de son obsession morbide. Aujourd'hui, le professeur Strelly reçoit un groupe de collègues américains et européens. Messieurs, je vais vous faire rencontrer un patient d'un genre un peu spécial. C'est à sa demande que j'ai effectué sur lui la lobotomie dont je me suis fait une spécialité. À sa demande, intervient incrédule un visiteur canadien.
Oui, ce patient voyait là le seul moyen de le délivrer d'une obsession qui l'aurait sans doute conduit à s'autodétruire. J'ai beaucoup hésité, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux vous le présenter. D'ailleurs, il est au courant de votre visite et accepte bien volontiers de témoigner de son état actuel. Monsieur Winfield, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Philippe Winfield, qui contemple des bateaux à voile effectuant une régate sur le fleuve, répond sans pratiquement quitter le spectacle des yeux. Je me sens parfaitement libéré, je dors bien. Je crois, professeur, que vous avez réussi un miracle. Mon épouse qui était là il y a un instant ne me reconnaît plus. D'ailleurs, dès que je vais quitter la clinique, je compte reprendre mes activités professionnelles. Notre vie familiale pourra reprendre son cours. La mort d'Émilie a repris dans mon esprit les dimensions qu'elle doit avoir. C'est un chagrin, bien sûr, mais ce n'est plus cette menace de mort, cette autodestruction qui m'habitait. Les médecins présents posent quelques questions à Philippe concernant son état d'esprit actuel. Que ressentez-vous? Avez-vous envie de lire? Vous intéressez-vous aux nouvelles du monde? Êtes-vous gai ou triste? Je me sens bien, léger, dans un univers très simple, débarrassé de mes souffrances, répond Philippe. Le professeur conclut à l'attention de ses confrères. Seul compte les faits concrets du présent. Son passé est rangé dans un tiroir bien fermé à clé. Quelques jours plus tard, les Winfield, Philippe, Marie et Alexandra se retrouvent à la maison entourés de quelques familiers qui sont là pour fêter le retour de Philippe à la normale. Pourtant, au cours des mois qui suivent, Mary Winfield note dans le comportement de son mari des nuances subtiles. Tout d'abord, ce qui est positif. Plus de crises de larmes, plus d'idées suicidaires, plus de cris étouffés dans son oreiller, plus de désir de vengeance. Il dorme tranquille. Par contre, Philippe, qu'un psychiatre qualifiait autrefois d'émotif actif, affiche dorénavant un calme olympien, un flegme, qui n'a jamais été le sien pendant toutes les années qui ont précédé leur malheur. Lui, qui s'enflammait en suivant à la radio les retransmissions des matchs de son équipe favorite de football, les Dodgers, écoute les retransmissions avec une froideur toute britannique. Parfois, Mary regarde Philippe et se demande « Qu'est-ce qu'on a bien pu lui retirer ?» Le professeur Strelly, au moment de l'intervention, lui a pourtant expliqué sur les radiographies avec un gros stylo rouge l'opération envisagée. Il ne s'agit en vérité que d'enlever une toute petite partie à peine grosse comme un petit pois. À présent, c'est fait. Et Mary a retrouvé son bonheur. Pourtant, elle se pose certaines questions. Philippe ne s'est-il pas transformé imperceptiblement? Au cours de l'hiver suivant, Philippe, accompagné d'Alexandra, se rend à une petite fête de famille chez la tante Flora. Marie est déjà là-bas chez sa sœur depuis la veille. Philippe conduit avec prudence, car les routes qui entourent Chicago sont souvent couvertes par l'épais brouillard qui monte du lac Michigan. C'est à peine si l'on distingue les feux tricolores. Malgré son sang-froid et la concentration du conducteur, soudain la voiture fait une embardée. Tiens, on dirait que j'ai crevé. Alexandra propose, je vais t'aider. Oh, dans ta robe du soir, tu serais belle en arrivant chez Flora. Il se gare sur le bas-côté et constate que 2 de ses roues sont complètement à plat. Ah ben, nous voilà propres. Il faut que j'aille jusqu'à un téléphone pour demander une dépanneuse. À peine Philippe a-t-il prononcé ces paroles que la voiture est entourée par 4 hommes, jeunes. Ils ouvrent les portières, arrachent Alexandra qui se met à hurler. L'un d'eux plaque sa main qu'on devine épaisse et pleine de cambouis sur la bouche de la jeune fille qui se débat avec l'énergie du désespoir. Elle parvient à libérer ses lèvres qui saignent déjà et lance un cri inhumain. « Papa, au secours! Aide-moi, papa, je t'en supplie !» Mais immobile, près de son véhicule, Philippe ne bouge pas. Il contemple sa fille que les garçons entraînent vers un petit bois et murmure presque à mi-voix comme pour lui-même. « N'aie pas peur, Alexandra. Je vais aller téléphoner. Attends-moi là, c'est rien. Ils veulent simplement plaisanter. C'est pas grave. » Nuit noire sans lune. Un cimetière. Un homme avance peureusement. Il lui reste un quart d'heure avant l'instant crucial. Dans nos civilisations européennes, nul n'a en principe le droit à présent d'être stupide, de croire aux fantômes, aux surnaturels, aux horoscopes, aux sorciers, à des malédictions ou des enchantements quelconques. Or, c'est le contraire, semble-t-il. L'irrationnel reprend du poil de la bête de loup-garou. Quoi de plus irrationnel que d'avoir peur de traverser un cimetière la nuit, par exemple? Les morts ne tirent personne par les pieds.
Dans le bistrot d'un village, dont je ne citerai pas le nom, en novembre 1986, 3 individus de sexe mâle, en pleine fleur de l'âge et en limite de libation, ont une discussion à ce sujet. Henri, menuisier, 41 ans, Léopold, garagiste, 40 ans, et Yvon, cantonnier, 40 ans. Yvon le cantonnier sert d'homme à tout faire pour la mairie et s'occupe notamment de l'entretien du cimetière. D'où cette plaisanterie douteuse à l'intention de son camarade Léopold. « Je parie que t'as encore la pétoche de traverser le cimetière en pleine nuit. »« Oh, recommence pas avec ça, Yvon. »« Pourquoi pas? T'as jamais tenu le pari quand on était môme, hein? Henri et moi, on l'a fait. Et ça prouve quoi? Ça prouve qu'on n'a pas la pétoche, voilà, qu'on est des hommes, pas des gamins ou des vieilles bigotes. »« Oh, laisse tomber, Yvon. » Henri le menuisier attaque à son tour. Il en rajoute. « T'as peur de quoi, hein? Des petites pleurs sur les tombes? De Dracula ?» Henri le menuisier fait des cercueils, comme son père en faisait, et depuis que ces trois-là se connaissent, c'est-à-dire depuis la communale, cette histoire de Paris est régulièrement revenue sur le tapis de leur conversation de bistrot. Tout cela parce que Léopold, à l'âge de 12 ans, a pris une peur bleue dans le cimetière du village. À force de l'entendre raconter, tout le village la connaît, cette peur bleue. Pari tenu, les gamins devaient traverser lentement à petits pas la grande allée du cimetière, tourner autour de l'unique monument qui abrite les restes d'une grande famille du voisinage, y décrocher une fleur artificielle pour preuve de son courage et revenir de même jusqu'à la grille. Le tout surveillé de loin par les autres. Or, Léopold a flanché sur le parcours. Il est revenu en courant, blême de peur, jurant qu'il avait vu sortir une flamme violette devant lui qui le pourchassait. 30 ans plus tard, les 3 copains en sont toujours là. Je te parie ce que tu veux, tiens, le portail de ton garage en être massif, gratuit. Henri le menuisier avance une donne de quelques milliers de francs. Quant à Yvon le cantonnier, qui n'a rien de tel à mettre sur la table, il propose le thème « J'ai un rosier à planter sur la tombe des Grangers, pour la Toussaint. Un trou de 30 cm, c'est pas compliqué. Si tu fais le trou, tu gagnes ton portail. » Le patron du bistrot trouve l'affaire amusante. On se demande bien pourquoi, mais il encourage à son tour. « J'pais la tournée au retour, champagne pour tout le monde !» Léopold renacle toujours. La peur du cimetière se discute difficilement, comme la peur de l'avion, la peur du noir, celle des ascenseurs ou des précipices. De plus, Léopold, le garagiste, est resté marqué par l'aventure de son enfance. Cette fameuse lueur violette dont il a eu si peur, et qui l'a fait rentrer chez lui essoufflé, mort de terreur, à 12 ans. T'as vu un feu follet? Tout le monde sait que ça existe, les feux follets dans les cimetières ou sur les marécages. Le pire dans cette histoire stupide, c'est l'alcool. Sur l'alcool, Léopold ne se serait pas laissé convaincre de tenter le diable. Mais au bout de plusieurs tournées, il envisage l'intérêt non négligeable de ne pas payer le nouveau portail de son garage. Avec espoir, eh oui. Après tout, il n'a plus 12 ans. Après tout, creuser 30 cm de terre à la bêche pour un rosier, c'est pas le bout du monde. Et s'ils sont assez bêtes pour lui payer son portail, Allez, je parie. Allez, bon alors tout de suite. Quelques tergiversations encore, et puis tout le monde est d'accord. Le patron du bistrot va chercher une bêche dans sa remise, Yvon le cantonnier dessine l'emplacement du rosier sur un bout de papier, et Léopold s'en va, suivi par les parieurs, qui devront demeurer bien entendu à l'extérieur du cimetière, puisque le pari ne vaut que si Léopold est seul parmi les morts. Nuit noire, bien entendu, petit crachin. Les 3 hommes s'engagent sur la route luisante, Léopold portant la bêche. Le patron du bistrot attend leur retour triomphant ou catastrophique. Bien entendu, les 2 parieurs, Henri et Yvon, encouragent le challenger à leur manière. « T'arrêtes pas devant la tombe de Charles, hein? Il va te tirer par les pieds. »« T'entends le vent? À la Toussaint, le vent tue les poussins !» Et autres blagues douteuses. Léopold, que le vent frisqué de la nuit a un peu rafraîchi, commence à réaliser la bêtise de l'expédition, et la peur aussi, qu'il essaie de contourner. « Et on va m'accuser de violation de sépulture, c'est pas bien. Tu fais rien de mal. Tu plantes un rosier que je devais planter demain de toute façon. » Ils sont ivres, plus ou moins, d'une ivresse qu'ils n'estiment pas dangereuse, mais qu'il est cependant, qu'il est toujours, puisqu'elle conduit un homme normal, père de famille, garagiste de son métier,
à accomplir ce pari stupide et complètement inutile. Léopold a un malaise à l'entrée du cimetière. Une sorte de tournis due à l'alcool peut-être, mais aussi à la peur et qui sait, au pressentiment que quelque chose de grave le menace. « Non, je veux pas y aller. »« On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, hein ?» Le cimetière est tout de même à quelques 800 mètres du bistrot du village. « Allez, vas-y !»« Mais enfin, vas-y, bon sang !» Les encouragements, les épithètes douteuses finissent par pousser Léopold au-delà de la grille. Elle grince, cette grille, comme toutes les grilles de cimetière. Et pour plus de sûreté, les deux complices la referment derrière lui. Ils surveillent la progression de Léopold dans l'allée principale. La démarche est hésitante. Yvon le cantonnier a le fou rire. « Je lui ai pas dit que j'ai préparé un caveau dans l'allée à droite. Il va avoir une de ses trouilles. » Henri le menuisier a l'humour difficile. Trop de chopine. On va le voir revenir en courant avec la courante. Ils attendent. Au loin, dans la nuit noire, Léopold a disparu. Il a pris l'allée de droite comme convenu. Le bruit du vent dans les cyprès, un chien qui hurle au loin. Pas de lune. T'entends quelque chose? Oh, rien. Et toi? Rien. Il doit être pétrifié. Bon, allez, on lui donne combien de temps? Oh, la terre est meuble. Il en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Si on allait voir. Ah non! Ah ben non, c'est pas de jeu. J'ai parié un portail, moi. Oh, il va pas le faire. Mais je te dis qu'il va revenir en courant. Au bistrot, le patron m'attend. Les quelques consommateurs attardés, ayant appris l'enjeu de la soirée, attendent aussi. Cela fait marcher les affaires. Devant la grille du cimetière, Henri et Yvon commencent à s'inquiéter. Les minutes leur paraissent longues. « T'avais dit un quart d'heure, Maxi. Allez, on lui donne 5 minutes en plus. Il n'a pas l'habitude de bêcher. » 5 minutes plus tard, toujours rien. Aucune silhouette ne se profile à l'horizon de l'allée principale du cimetière. Yvon sort une torche électrique et prend la décision. « Allez, on y va. Si ça se trouve, il nous a eu, il a filé par le petit mur et il nous a plantés là. » Les deux compères font rapidement l'allée principale, tournent à droite et aperçoivent en même temps la silhouette de Léopold debout face à la tombe qu'il était chargé d'affronter. Yvon appelle en chuchotant tout de même. « Oh, Léopold! Oh, Léopold! T'as fini ?» Pas de réponse. La silhouette immobile semble plantée là, dans le noir, comme un épouvantail. Les deux hommes s'approchent doucement. Une dernière blague venant à l'idée du cantonnier Yvon, faire sursauter Léopold. S'il ne les a pas entendus arriver, ce serait drôle. Mais plus rien n'est drôle. À la lueur de la torche électrique, le spectacle que découvrent les deux parieurs est hallucinant. Léopold a les yeux ouverts, fixes, les bras ballants, les épaules légèrement affaissées, les jambes un peu fléchies. Léopold, qu'est-ce que t'as? Léopold répond. Henri secoue l'épaule de son camarade et Léopold tombe brusquement de côté. Léopold est mort. Seule la bêche soutenait son corps. Le manche s'est enfilé sous sa veste de toile, le maintenant provisoirement en position verticale, mais il est mort, la bouche figée, les yeux agrandis de peur, devant le trou qu'il avait d'ailleurs fini de creuser. Explication? Je vous la donne comme les gendarmes et le médecin l'ont établi. Voilà. Léopold a creusé. Après son dernier coup de bêche, il s'est relevé de telle manière que l'outil s'est enfilé dans sa veste, venant cogner son menton. Et là, c'est la peur qui l'a finalement emporté. Sentant une résistance inattendue,
imaginant Dieu sait quoi, il est mort d'une crise cardiaque sur place. Mort de peur, c'est certain. Mais mort aussi d'une faiblesse cardiaque qu'il ignorait, associée à l'alcool, à l'effort, au froid de novembre, et à l'instant crucial où, voulant se relever, le manche de l'outil a glissé sous son vêtement et l'a pris brutalement au menton. Qu'a-t-il cru en mourant, ce pauvre Léopold? Que le diable le tirait par la barbichette? On a beau dire aux gens que l'on peut mourir de peur, il s'en trouvera toujours pour sous-entendre, d'un air entendu évidemment, n'empêche, il a bravé les morts. Ah, moi je vous dis que c'est pas normal une nuit de Toussaint. Et puis, il avait un pressentiment, il l'a dit. Moi je vous dis que le bon Dieu l'a voulu. Moi je vous dis qu'il a blasphémé. On parie pas comme ça sur les morts, c'était son heure. Voilà. On en parle encore dans les bistrots du coin, en évoquant toutes les possibilités surnaturelles du monde. Et nous sommes à l'aube de l'an 2000. Ah, mais si.